après western qui se passe aux États-Unis, mais dans une Amérique fantasmée et cinématographique. Et puis Journée américaine, qui est une road story qui se passe dans l'Oklahoma et le Colorado. Et après 2 romans japonais. C'est vrai que je reviens en Amérique. Je ne pensais pas revenir en Amérique particulièrement. J'avais d'autres projets qui ne se situent pas du tout là-bas. Et je me suis retrouvée un peu par hasard dans cette ville de bord du Pacifique qui s'appelle Cannon Beach, après avoir été invitée à Portland à parler de mes romans. Et le paysage était si fort, il y avait une telle intensité à la fois de la violence de l'océan hors saison, des rochers, de la dimension volcanique de la région, des arbres tourmentés qui avaient gardé les formes comme ça des tempêtes, que j'ai tout de suite eu envie d'écrire un roman qui se passe là-bas. Et donc c'est encore un roman américain, mais je pense que c'est un roman très différent des 2 autres, au sens où c'est vraiment un roman romanesque, c'est-à-dire où ce qui m'a amusée, et puis aussi ce dont j'ai eu besoin, je crois, après Love Hotel, qui était né du trouble que j'avais éprouvé à me trouver au Japon au moment du tsunami, et qui avait fait qu'au retour, je me sentais hantée par cette catastrophe et que j'avais besoin d'essayer de poser quelques mots dessus. Donc après ce petit roman comme ça un peu nu de Love Hotel, je crois que j'ai eu envie justement du romanesque, de la puissance de l'invention de monde, voilà, du plaisir de me lancer dans cette invention. Et c'est vrai que ce paysage de Cannon Beach, avec sa force intrinsèque comme ça, charriait toutes sortes d'histoires possibles et me donnait envie justement de construire des personnages qui seraient innervés par l'océan, chacun à leur manière, qui seraient comme si cette violence du paysage se communiquait aussi au corps et aux pensées des personnages qui vivraient là. Alors il y a eu aussi une deuxième origine à ce roman, qui est que juste après mon retour de l'Oregon, je suis tombée par hasard sur une photo qui illustrait un article sur la crise des subprimes. On voyait une petite ville américaine avec des petites maisons neuves avec des frontons, et qui avaient dû être abandonnées par leurs occupants. Et devant l'une d'elles, il y avait un tas d'ordures, de vieux matelas éventrés, au-dessus desquels trônait une immense peluche de panthère, qui est devenue dans le roman une peluche de tigre. Et la présence de cette peluche, qui était comme une espèce de témoignage comme ça de la famille qui avait habité dans cette maison, était très forte dans cette photo. Et du coup, j'ai eu aussi l'envie de raconter l'histoire des gens qui avaient vécu dans cette maison. Donc ça devient dans le roman l'histoire de Colter, qui est donc un des personnages de Cannon Beach, qui va raconter son histoire au narrateur. Donc le roman devient l'histoire d'un Français qui échoue dans ce motel de Cannon Beach et qui, sans que ce soit son intention au départ, va y rester et va rencontrer chaque soir dans le bar d'un certain Moses 3 habitués du bar qui s'appellent Colter, Shannon et Harry Dean. Et soir après soir, il va écouter leurs histoires, se sentir de plus en plus lié à eux par ces histoires qu'ils lui racontent, et à la fois sentir comme ça de manière intermittente une menace qui pèse sur lui, et qui pèse comme ça sur tout le roman, qui est aussi un roman romanesque, parce que c'est aussi un roman qui se construit sur du suspense. C'est-à-dire à la fois parce qu'il y a beaucoup d'histoires dans le roman qui sont racontées, beaucoup d'épaisseur de vie, et à la fois ce suspense qui crée une tension dans le récit. Je crois que le paysage jouait déjà un rôle important dans mes romans précédents, par exemple dans la scène répétée dans laquelle la belle-mère de Yasu se rend dans l'auberge pour retrouver l'oncle, où l'humidité du fleuve, le moment de la traversée du fleuve était un moment important dans l'anticipation du moment dans la chambre de l'auberge. D'une autre manière, dans Love Hotel aussi, la promenade le long du fleuve qui
qui était sensible aussi justement à l'humidité de l'air, à cette façon dont l'atmosphère, d'une manière très physiologique, peut avoir un effet sur les pensées du promeneur. Et là, le paysage revient avec encore plus de force et cette question-là, la manière dont le paysage modèle ce qui y habite est très importante, je crois, dans le roman. Et ce paysage de Cannon Beach, à la fois, est un paysage qui signifie la menace à cause de cette dimension, cette présence des volcans, et à la fois cette humidité constante de l'air le rend aussi presque tactile. Enfin, il y a, au fond, quand l'air est humide, le corps est encore plus en continuité avec le dehors. Et cette interaction-là du corps des personnages avec le dehors, l'atmosphère dans laquelle ces corps sont plongés est très importante. Et aussi dans le bar, la moiteur du bar, l'odeur de d'iode et de houblon qui flotte dans ce bar et qui va être l'odeur des soirées du français à Cannon Beach. Que lui racontent les habitants de Cannon Beach sont des histoires, sont beaucoup des histoires de fugue, d'abandon, de disparition. C'est vrai aussi de l'histoire que lui raconte Moses, celui qui tient le bar, et qui est aussi une histoire d'oncle évaporé, comme dans l'évaporation de l'oncle, un oncle qui est parti au moment de l'éruption du mont Sainte-Hélène. Là aussi, le rapport au paysage est très important dans la mesure où ce mont Sainte-Hélène, qui n'avait pas été en éruption depuis très longtemps, avait une présence comme ça familière, bon enfant dans le paysage. C'était un lieu de loisirs, de promenade, de pique-nique. Et du jour au lendemain, ça devient un lieu meurtrier. Et ce motif-là de la trahison du volcan joue aussi un rôle dans l'histoire, de cette espèce de... le fait que le paysage lui-même soit instable et soit un facteur de trahison possible. Et toutes ces histoires de fugue entrent aussi en résonance avec cet exil du français dont on ne sait pas pourquoi il reste à Cannon Beach, seul face à l'océan. Et la question aussi du retour, peut-être du retour impossible pour ce français, ou du retour, qui est aussi le nom du bar, le retour d'Ulysse. Le bar de Moses s'appelle le retour d'Ulysse. Le retour, qui est aussi la question que se posent les soldats de Lewis et Clark, parce qu'il est aussi fait mention de cette expédition du tout début du 19e, dans laquelle Lewis et Clark et ses soldats parcourent les paysages justement pour recenser les herbiers, pour établir une géographie fixe de tout l'ouest des États-Unis. Et donc ces personnages, il y a aussi un personnage qui s'appelle Perry qui se trouve dans la région parce que justement il part sur les traces de Lewis et Clark. Et donc les soldats de Lewis et Clark flottent un peu comme des fantômes dans les imaginations des habitants et dans celle du français. Et en particulier la question du délai, du temps qu'il leur faut pour atteindre l'océan, et la question qui les hante eux aussi, celle du retour, et celle de savoir comment on les a attendus, et aussi comment on peut revenir. C'est-à-dire quand on a passé comme ça 3 ans dans l'affrontement constant avec les paysages, à combattre la pluie, la neige, la faim, à chasser pour se nourrir, comment est-ce qu'on se retrouve près de sa cheminée, devant le chaudron où cuit la soupe, avec ses souvenirs et ceux qui, dans la maison, n'ont pas connu cette vie itinérante. Donc ces motifs-là de la fugue, de la disparition, qui étaient déjà présents dans l'évaporation de l'oncle, et la question de la possibilité de retour sont aussi des motifs autour desquels se construit l'histoire. Il y a quelque chose d'envoûtant dans ce paysage, qui est un paysage comme ça paradoxal, un paysage hostile, agité, violent et en même temps puissant dans cette violence. Et
c'est un paysage qui vous sollicite constamment. Si on se promène le long de l'océan, il y a des promenades comme ça qui sont évoquées dans le roman. L'air est violent, il faut se frayer un chemin contre le vent. Et voilà, c'est un paysage qui ne se fait pas oublier, qui a une présence très, très forte et très, très physique avec laquelle les corps sont obligés de composer. Et en même temps, cet océan Pacifique, c'est une ressource de romanesque. Enfin, ça devient presque un personnage dans le roman, cet océan. Et pourtant, c'est aussi le même océan de l'autre côté qui a attaqué les côtes du Japon. Et il y a une très légère allusion, comme ça, à un moment où on dit qu'en face de soi, parce que c'est un bout du monde, mais en même temps, c'est un bout du monde parce que rien ne retient plus le regard, mais de l'autre côté, il y a le Japon. Et à un moment dans le roman, le Français dit qu'il n'y a plus en face que l'idée du Japon. Et voilà, c'est aussi une manière de passer des rives détruites de Love Hotel aux rives rocailleuses et volcaniques de l'Oregon ou reconstruire une histoire. Oui, il y a toujours cette tension entre la mélancolie qui est forte et portée par ces paysages et un humour qui travaille la phrase. L'histoire est racontée par le français, donc, comme dans Love Hotel, où c'était aussi un roman à la première personne. Du coup, j'ai aussi moins d'espace, moi, pour m'immiscer dans le roman, comme j'avais l'habitude de le faire avant, où je faisais comme ça des intrusions d'auteur, où je pouvais parler en mon propre nom. Là, c'est le personnage qui prend la parole, mais je pense que sa parole est tressée de la mienne, en fait, et qu'il y a aussi quelque chose qui se passe entre voilà, l'invention de sa parole qui devient la parole du personnage, et puis peut-être des traces de mes paroles anciennes qui font que que sa parole est aussi innervée de la même tension entre l'humour et la mélancolie que celle qu'on pouvait trouver dans les romans précédents. Les hésitations du narrateur, sa façon de repousser le moment où il va dire, ou révéler le contenu du suspense, ça fait partie aussi du plaisir de raconter, je crois. Et le plaisir que j'ai eu à me lancer dans ce romanesque, donc quelque chose qui soit plus romanesque, plus évidemment romanesque que dans les romans précédents, le plaisir à construire un suspense, le plaisir à multiplier les histoires, aussi des personnages, à donner une épaisseur de fiction, à créer des univers. Tout ça est aussi drainé dans cette parole qui tâtonne pour dire ce qui est arrivé, mais dans ce tâtonnement on sent aussi, je crois, la fascination qu'on peut éprouver pour le récit, le plaisir de narrer, que le personnage apprend aussi lentement. C'est vrai que la rencontre avec un lieu peut vraiment avoir chez moi cet effet de déclencheur, de désir d'écrire. C'était vrai aussi de Journée américaine. C'était parce que j'avais été invitée dans l'Oklahoma et dans le Colorado que j'avais eu envie d'écrire une histoire qui se passe là-bas, justement dans ces terres très planes de l'Oklahoma, qui étaient peut-être mal vues par les Américains eux-mêmes, mais qui offraient ces ciels gigantesques et ces terres au contraire montagneuses du Colorado. C'est vrai que quand je suis plongée comme ça dans la surprise des lieux, au fond, peut me donner vraiment un désir aigu de les écrire et voilà, de les faire entrer, de les transformer en phrases, de les faire entrer dans un roman et du coup aussi de garder une trace de ces expériences, une trace qui est médiatisée, qui est transformée dans la fiction, qui est, on pourrait presque dire, célébrée dans la fiction.
Voilà, qui fait que quelque chose se conserve des images de ces lieux.